Aujourd'hui, je vous présente les principaux risques les plus importants et les plus fréquents à gérer dans votre municipalité et je vais vous donner de bons conseils là, sur les meilleures pratiques à mettre en place pour réduire ces risques-là. Je vous conseille aussi de rester à l'affût de notre site Internet. Vous y trouverez une foule d'informations super pertinentes à mettre en place chez vous, dans votre municipalité, et ce, tout à fait sans frais. Camille, tu peux passer à la diapo suivante, merci. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous présenter la mutuelle des municipalités du Québec. Donc, la MMQ a été créée en 2003 par et pour les municipalités du Québec. Le but, l'objectif principal, c'était de stabiliser les primes d'assurance, donc d'avoir des assurances au meilleur prix. Une particularité, c'est que la MMQ remet les excédents à ses membres sous forme de produits, de services ou de ristournes. Et un autre aspect important, c'est que la MMQ a un volet de prévention. Donc, une équipe de spécialistes qui vous aide sans frais à la prévention et à la sécurité à l'intérieur de votre municipalité. Bien entendu, plus on fait de prévention auprès de nos membres, moins il y a de risques et plus on prévient ou on atténue les sinistres. Les employés des municipalités membres de la MMQ ont accès et ce sans frais à nos conseillers en gestion de risques municipaux. Ces experts connaissent vos enjeux, respectent vos contraintes et s'adaptent aux situations particulières qui affectent le monde municipal. On vous offre donc un soutien technique préventif pour chaque sphère d'activité, comme par exemple en cybersécurité. Donc, nos conseillers vous offrent un soutien de première ligne et vous aident dans l'identification des meilleures pratiques, répondent à vos questions et vous accompagnent dans la gestion des risques de cyberattaques qui peuvent être nombreux et coûteux. Il y a aussi notre service de conseiller en sécurité incendie des lieux. Donc, les causes possibles menant à un incendie sont multiples. Par exemple, une utilisation inadéquate d'appareils électriques. Donc, notre équipe est là pour vous accompagner dans la meilleure gestion de ces risques. Et un dernier exemple, notre service d'assistance juridique. Donc, nos avocats du service d'assistance juridique vous offrent des accompagnements pour la gestion de vos risques municipaux en matière de relations contractuelles et dans l'application réglementaire. Les municipalités font face à un grand nombre de dangers. C'est pourquoi la gestion des risques doit être une partie centrale de la gestion stratégique de toute municipalité. En effet, elle aide à identifier et à aborder les risques auxquels font face les municipalités et augmente la probabilité de maximiser la sécurité du public et de diminuer les risques de poursuite. Donc, ce webinaire vous permettra d'acquérir les connaissances et les outils nécessaires à l'élaboration de stratégies globales de gestion des risques dans un contexte municipal. Évidemment, je vous présente le tout dans une formule d'environ 30 minutes, mais si vous avez des questions en suspens ou bien si vous aimeriez éclaircir certains sujets, je vous invite à me téléphoner ou à m'envoyer un courriel. Cela me fera plaisir de vous aider et de répondre à vos questionnements. On a aussi réservé une période de questions à la toute fin du webinaire. Donc, Océane, est-ce que c'est possible d'inscrire mon courriel dans le chat là, pour que les gens puissent le prendre en note, s'il vous plaît? Voici l'ordre du jour que je vous présente. Premièrement, j'ouvre une parenthèse sur les avantages de bien gérer vos risques dans votre municipalité. Ensuite, on va s'intéresser plus particulièrement aux méthodes à utiliser si vous désirez planifier un bon plan de gestion de risque dans votre municipalité. Et en dernier point, on va parler de la conclusion de la cartographie de la MMQ. Donc, on a fait l'exercice avec nos sinistres et on a fait ressortir les risques les plus probables et les plus graves chez nos membres. On est maintenant rendu aux avantages d'une gestion proactive des risques. Voici quelques avantages d'une gestion proactive des risques dans un contexte municipal. L'un des principaux bienfaits,
c'est le maintien des actifs et de l'offre de services. Par exemple, si votre garage municipal passe au feu et que les camions de pompiers étaient à l'intérieur, bien non seulement il y aurait des pertes matérielles, mais en plus, le service de pompiers serait interrompu. D'autres bénéfices d'une gestion des risques proactive, ça maximise la sécurité du public sur votre territoire, ça diminue les risques de poursuite contre votre municipalité parce que vous avez de bonnes pratiques en lien avec les lois et les règlements. Ça pourrait aussi être des pratiques inspirantes pour les autres municipalités. En parlant d'inspiration, vous savez sans doute que la MMQ a un superbe concours pour ses membres qui se déroule chaque année entre avril et juin. C'est une occasion de mettre en valeur vos réalisations en gestion de risque. En effet, le concours Inspiration MMQ en gestion des risques souligne l'engagement et le dynamisme de nos membres. Il reconnaît officiellement votre capacité à mettre de l'avant des initiatives visant à éviter des sinistres coûteux et à favoriser l'offre de milieux de vie attrayants et sécuritaires pour vos citoyens. En participant, votre municipalité court la chance de gagner 10 000, 5 000 et 2 500 $. Pour plus de détails, je vous invite à consulter notre site Internet. Nous sommes donc rendus au processus de gestion des risques. La MMQ vous propose le processus circulaire de gestion des risques. C'est très visuel et ça aide à bien comprendre le processus dans toutes ses étapes. Et ça demeure une procédure efficace là, pour établir un bon plan de gestion des risques municipaux. Donc, il y a 4 étapes. Premièrement, c'est de faire l'inventaire des différents risques présents dans vos activités et de les inscrire dans un registre. Je vous conseille d'impliquer vos employés dans le processus parce que souvent, c'est eux qui connaissent bien les risques dans leur champ d'expertise. Plus on descend dans l'organisation, plus la gestion des risques prendra forme. En étant associés à l'exercice, les gens font s'approprier cette volonté de gérer les risques de manière stratégique. Il y a diverses techniques qui peuvent être utilisées pour inventorier vos principaux risques. Notamment, ça pourrait être un audit, une analyse de scénario ou bien un groupe de discussion, qui est une technique de recherche d'informations qui est souvent utilisée et qui consiste à susciter des discussions autour d'un sujet particulier. Deuxièmement, une fois que vous avez fait l'inventaire de vos principaux risques, vous devriez en faire une analyse quantitative pour chacun des risques, selon 2 paramètres. De 1, la probabilité que ça arrive, par exemple, est-ce que ça arrive souvent ou rarement? Et de 2, il faut faire l'analyse de la gravité. Par exemple, est-ce que quand ça arrive, ce sont des blessures mineures ou des blessures graves? Donc, cette étape-là va vous permettre de prioriser vos risques. Troisièmement, il faut trouver des façons de traiter chacun des risques, donc de trouver des solutions. Et il faut analyser les solutions en fonction, entre autres, de leur coût et de leur efficacité. Et ensuite, évidemment, il faut les implanter. Maintenant, la structure étant en place, il est primordial de suivre, de l'évaluer en continu et d'intervenir si certains aspects sont inadéquats. C'est une étape qui est souvent négligée. Donc, voilà pour le résumé de la structure, mais dans les faits, le simple processus froidement pris comme ça, ça ne suffit pas. En effet, si les dirigeants n'ont pas à cœur la gestion de risque, bien, le processus a peu de chances de réussir. J'invite donc les gestionnaires à développer une réelle culture en gestion de risque à l'intérieur de leur municipalité en signifiant clairement vos priorités et en donnant l'exemple. La matrice de gestion des risques. Donc, pour obtenir un portrait global des risques présents dans votre municipalité, il peut être très utile de créer une matrice de gestion de risque. Il s'agit d'un tableau qui dresse l'inventaire des risques de votre municipalité et qui permet de les comparer, d'identifier les personnes responsables pour chacun des risques à traiter et de prévoir des mesures préventives pour les réduire. La méthode, pour chacun des risques, vous devez attribuer une cote de probabilité et une cote de sévérité.
avant de multiplier ces deux résultats-là ensemble. Par exemple, un risque qui apparaît comme assez probable et dont les conséquences seraient plutôt graves serait classé comme prioritaire et commanderait des actions préventives vigoureuses. Donc, prenons l'exemple ici. Donc, c'est un exemple concret et réel. C'est le risque de chute sur les chaussées. On a mis la définition suivante: préjudice corporel ou dommage matériel causé à un tiers en raison de l'état de la route ou du trottoir. Par exemple, un citoyen chute sur un trottoir glacé. La probabilité, donc le P, on a mis 5 sur 5 parce que les chutes sur un trottoir glacé, ben, ça arrive chaque hiver et c'est très fréquent. L'impact, le I, on a mis 1 sur 5 parce que lorsqu'une personne glisse sur le trottoir, souvent il se relève et il n'a pas de blessure grave. Donc, le code de priorité sera alors de 5 sur 25 parce qu'on a fait 5 fois 1 égale 5. Le responsable du risque, on a inscrit le responsable des travaux publics et les actions préventives qu'on vous propose, c'est de 1, développer un plan d'entretien, d'inspection et de réfection de la chaussée pour chaque saison. De 2, se doter d'un plan de déneigement complet et finalement, consigner toutes ces activités, donc les inspections, les entretiens, les plaintes, le tout dans un registre. Un autre exemple bien réel que je vous présente, le risque de cyberattaque. On le définit comme une réclamation liée à la cybersécurité. Par exemple, un pirate informatique crypte les données de la municipalité et demande une rançon. La probabilité, le P, on a mis un 3 sur 5 parce qu'il y a quand même une bonne possibilité que votre système informatique municipal soit piraté. Au niveau de l'impact, on a mis un 3 sur 5 parce que si jamais ça arrive, bien, les conséquences sont quand même assez graves. Pensez simplement si vous n'aviez plus accès à vos comptes de taxes ou bien à vos logiciels comptables. Donc, le code de priorité est de 9 sur 25 parce que 3 fois 3 font 9. Le responsable du risque, on a inscrit le responsable de la technologie de l'information et les mesures de gestion de risque qu'on vous propose sont s'assurer du soutien d'équipes dédiées à la sécurité des systèmes informatiques, sensibiliser les utilisateurs aux bonnes pratiques de sécurité informatique et garder à jour les applications, les logiciels, les systèmes d'exploitation et les composantes du réseau informatique. Lors de l'implantation d'une structure en gestion de risque, c'est important de prendre en considération les fonctions du responsable du risque qui contribuent à l'efficacité d'une saine gestion des risques à l'intérieur d'une organisation. Pourquoi c'est important de mettre un responsable pour chaque risque identifié prioritaire? C'est cette personne-là qui doit prendre en charge la mise en place des actions pour diminuer les risques. Donc, ce responsable-là doit s'assurer des ressources, de la supervision et de valider les opérations de contrôle proposées pour assurer l'efficacité du processus. Nous sommes maintenant rendus à la cartographie des risques municipaux. Détenant une connaissance approfondie des réclamations du monde municipal québécois, la MMQ a dressé un portrait des sinistres les plus courants et les plus coûteux afin d'aiguiller les municipalités dans l'identification de leurs risques et la priorisation de leurs actions préventives. Cette cartographie des principaux risques municipaux présente aussi des mesures préventives pour les réduire de manière efficace. Donc, je vous montre à l'instant le document qui se trouve sur notre site Internet. On a la cartographie des risques qu'on vous a présenté en première page et la deuxième page, vous trouverez les mesures proposées pour atténuer les risques prioritaires. Comme par exemple, donc ça c'est la première page et la deuxième page. Donc, comme par exemple, si on prend le 8e en importance, donc la perte de contrôle automobile, sa définition se lit comme suit.
Dommage matériel à un véhicule en raison d'une perte de contrôle sans qu'un autre automobile soit impliqué. Voici ce qu'on propose comme mesure d'atténuation des risques. Offrir des cours de conduite préventive et hivernale d'une école reconnue à tous les employés conducteurs et s'assurer que les employés respectent les heures maximales de conduite lors d'opérations de déneigement. Donc, je vous donnais l'exemple de ce que vous retrouverez sur notre site Internet. Donc, on retourne à notre PowerPoint. Donc, le premier risque qui se distingue des autres par la grande probabilité qu'il survienne et par l'impact qu'il peut avoir, tant en ce qui concerne les coûts engendrés que les répercussions sur les services aux citoyens, c'est celui du dommage matériel à un bâtiment ou à un véhicule appartenant à la municipalité causé par un incendie. Le cas le plus flagrant des véhicules des travaux publics ou du service incendie qui brûlent lors d'un incendie d'une caserne ou d'un garage municipal. Une bonne façon de gérer ce risque est de procéder à des auto-inspections régulières des bâtiments et des appareils électriques pour déceler toute anomalie avant qu'elle ne soit à l'origine d'un incendie, mais aussi de protéger le bâtiment à l'aide d'un système d'alarme incendie relié à une centrale. Pour de plus amples informations, je vous invite à vous inscrire sans frais à notre webinaire sur l'auto-inspection en électricité le 2 décembre prochain. Maintenant, mes collègues vous ont confectionné des fiches d'auto-inspection très faciles à compléter par vos employés et pas besoin d'être un expert en la matière. On va maintenant regarder un exemple ensemble. C'est l'auto-inspection électrique de mon collègue Philippe Tardy, conseiller en gestion des risques, électricité et système. Donc, voici l'auto-inspection en électricité. C'est ce que vous retrouverez donc sur le site Internet de la MMQ. Donc, si c'est possible de dérouler pour qu'on puisse montrer l'exemple. Donc, vous avez les questions. Il suffit de cocher oui ou non et on vous dit comment traiter s'il y a une anomalie. Voilà, donc quelque chose de très facile à compléter et à récupérer aussi donc dans nos documents là, pour que vous ayez cette fiche d'auto-inspection-là. Voilà. On va passer maintenant à mon collègue Philippe Tardy, conseiller en gestion des risques, électricité et système, qui avait quelques mots à vous adresser. Bonjour, j'ai une question pour vous. Est-ce que vos installations électriques sont bien protégées et entretenues? Je vous demande ça parce que selon les statistiques des incendies du ministère de la Sécurité publique du Québec, 15,6 des sources de chaleur des incendies de bâtiments sont dues aux équipements de distribution d'électricité. La majorité des incendies de bâtiments surviennent durant les mois de janvier, de février et de mars. C'est d'ailleurs à cette période de l'année qu'il y a la plus grande quantité d'électricité consommée. Sans dire qu'il y a une corrélation entre les deux phénomènes, il est important de se pencher sur la question des feux d'origine électrique. Pour certaines personnes, voir jaillir la lumière en activant un interrupteur, c'est signe de fiabilité. Mais en réalité, c'est différent, puisque certaines anomalies électriques passent généralement inaperçues. Donc, bien souvent, c'est au moment d'une défaillance et trop souvent d'un incendie que les gens constatent qu'il y avait bien et bien un problème. Et rendu là, on peut juste constater l'étendue des dégâts. Pour vous éviter des problèmes, vérifiez régulièrement vos installations électriques. Faites remplacer par votre maître électricien celles qui sont devenues trop vieilles, endommagées ou non conformes. Ne modifiez jamais vous-même vos installations électriques. Ce qui est temporaire n'est pas permanent. Donc, n'utilisez jamais en permanence des appareils de chauffage électrique conçus pour un usage temporaire. En fait, c'est chacun son métier. Donc, ne vous improvisez pas électricien. Faites toujours appel à un maître électricien pour vos travaux électriques. C'est la garantie d'un travail sécuritaire et conforme aux normes. De plus, c'est la loi. Alors, pourquoi mettre en place des mesures? Si vous respectez le code électrique, si vous faites appel à des électriciens expérimentés, de bonnes raisons de ne pas agir sont toujours faciles à trouver jusqu'à ce qu'il faille justifier pourquoi de telles mesures n'avaient pas été mises en place à la suite d'un incident.
Pourquoi? Mais parce que l'erreur est humaine. Et les prédictions, tout va bien aller, on a tout prévu. En matière d'incendie d'origine électrique, ça ne vaut pas grand-chose. Donc, selon nos réclamations, la cause la plus fréquente d'incendie d'origine électrique, c'est l'erreur humaine. Alors, pourquoi devriez-vous faire l'entretien de vos installations électriques une priorité? Parce que l'équipement mal entretenu augmente les risques d'incendie. L'entretien adéquat de l'équipement aide à prévenir les arrêts imprévus et à réduire les risques pour les bâtiments. Même si votre équipement est neuf, il y a besoin d'un programme d'entretien et de service. Donc, vous pourrez considérer 3 étapes pour améliorer la sécurité électrique. Donc, la première, revoir les installations électriques pour avoir une idée de l'état de souci et intervenir aux besoins. Deuxièmement, normaliser les procédures d'entretien électrique pour aider à établir une culture de sécurité à l'échelle des municipalités. Réfléchissez à la façon dont le processus d'entretien sont actuellement mis en œuvre dans l'ensemble de vos installations. Et il y a, en fait, juste pour voir s'il y a des possibilités de faciliter le respect des normes et de réduire les risques d'erreurs humaines. Il faut aussi améliorer la conscientisation des employés. Invitez-les à s'impliquer à travers les procédures d'amélioration avec vous et à la recherche des lacunes dans la sécurité ou l'entretien. Donc, cette implication-là, ça va aider les employés à se sentir concernés par le processus. Il faut aussi, en fait, réduire les risques et améliorer l'efficacité grâce au contrôle technique. Donc, demander aux gestionnaires ou aux employés de faire une auto-inspection en électricité pour encourager les pratiques exemplaires en électricité dans l'ensemble des bâtiments. Vous pouvez télécharger gratuitement un formulaire d'auto-inspection sur notre site Internet dans la section Gestion des risques. Tout en examinant vos processus d'auto-inspection et d'entretien et pour les possibilités d'amélioration, consultez votre électricien pour vous informer sur les nouvelles technologies et assurez-vous de demander l'avis de notre équipe en gestion des risques pour tout ce qui concerne les risques assurables. Merci. Donc, voilà, c'était le petit vidéo de mon collègue Philippe. Maintenant, ensuite, le deuxième plus grand risque identifié dans les municipalités, c'est sans aucun doute les effondrements. La MMQ a attribué une note de 5 sur 5 pour les impacts parce que souvent les toitures tombent sur de la machinerie lourde ou sur des camions de pompiers. Donc, en plus de devoir réparer ou reconstruire le bâtiment, il y a des pertes matérielles importantes. Et enfin, on attribue un 2 sur 5 en lien avec la probabilité que l'événement se produise. Il est donc important de comprendre qu'il y a plusieurs facteurs en cause dans les effondrements. Par exemple, les changements climatiques ont des effets néfastes sur vos bâtiments. Les plus vieilles structures sont plus fragiles. Les évaluations des bâtiments sont souvent faites tardivement dans l'hiver et souvent on manque de personnel, donc on retarde le déneigement. Pour approfondir le sujet, je vous invite à vous inscrire sans frais à notre nouveau webinaire sur les effondrements de bâtiments municipaux le 16 décembre prochain avec ma collègue Lucie Dussault en sécurité incendie des lieux. Maintenant, je vous présente la capsule vidéo de ma collègue Lucie qui nous aide à mieux comprendre le phénomène des effondrements des bâtiments municipaux. Les changements climatiques, qu'on le veuille ou non, ont un impact de plus en plus important sur les infrastructures. Avec nos hivers changeants, ayant de plus en plus souvent des périodes de redoux, la composition de la neige est modifiée par la présence d'eau qui en augmente le poids. Cette charge additionnelle ou inhabituelle accumulée sur les toitures faibles ou vieillissantes augmente le danger d'effondrement, car elles ne peuvent pas toutes résister à cette surcharge. Les accumulations de neige ne sont parfois évaluées que visuellement à partir du sol ou à l'aide d'indices peu fiables. Par manque de personnel ou manque de temps, le déneigement des toitures est parfois relégué à plus tard, car jugé peu important, non urgent ou non essentiel pour le moment. Pour se doter d'une meilleure gestion et éviter les risques d'effondrement des bâtiments municipaux, développer un plan de déneigement qui comporte des mesures proportionnelles à la vulnérabilité de chacun des bâtiments. Pour débuter, soyez proactifs et non réactifs. En ce sens, au printemps ou à l'automne, c'est le bon moment pour instaurer dans l'agenda
une inspection de vos toitures et voir l'état du revêtement. Cette inspection vous permettra également de nettoyer les gouttières et les descentes pluviales afin d'assurer un bon drainage et éviter que l'eau ne s'accumule sur la toiture. Ce même principe pourrait s'appliquer aussi après des pluies abondantes, un épisode de grêle ou de grand vent qui sont susceptibles d'endommager ou d'arracher les bardeaux. En procédant aux réparations immédiates, ça aidera à prévenir les infiltrations d'eau dans l'entretoit. On sait que dans les combles des bâtiments ou entretoits, il y a beaucoup de variations de température qui peuvent causer de la condensation. Et si la ventilation est insuffisante ou absente, l'humidité est emprisonnée, ce qui accélère la dégradation des charpentes de bois, causant beaucoup de dommages et de casse-tête. Au final, ça peut devenir une cause d'effondrement, car les structures affaiblies ne peuvent plus supporter le poids de la neige ou de la glace, même si l'accumulation semble insignifiante vu du sol. Ensuite, afin de prioriser le déneigement de l'ensemble de vos bâtiments, faites l'inventaire de votre parc immobilier. C'est la deuxième étape de votre plan qui va vous aider à déterminer quels bâtiments doivent être déneigés en premier en fonction des usages, de la valeur de chacun d'eux et de leur importance stratégique. Portez également une attention aux bâtiments qui ont été modifiés et dont la stabilité et l'intégrité peuvent avoir été affaiblies, par exemple par des retraits de murs intérieurs, des agrandissements à l'aide de rallonges, etc. Suivra ensuite un protocole de déneigement, élaboré, lui, par un ingénieur pour les bâtiments de haute valeur ou à haut risque d'effondrement que vous aurez ciblés. C'est un investissement. Le but, encore une fois, est de prioriser notamment les bâtiments qui accueillent les citoyens et vos employés, ceux qui abritent des équipements de grande valeur, par exemple les garages municipaux et de stationnement de véhicules, et les bâtiments dont les structures sont fragilisées ou pour lesquels vous avez un doute sur leur capacité de charge. Un protocole est très avantageux car il sert à optimiser vos ressources matérielles et humaines. Vous pourriez donner, par exemple, un contrat de déneigement de vos bâtiments de haute valeur à une entreprise externe à l'aide d'une entente contractuelle. Ça pourrait dégager un temps précieux aux employés municipaux qui pourraient se concentrer aux autres bâtiments. En terminant, afin de ne pas vous laisser surprendre par Dame Nature qui s'invite de plus en plus souvent avec des précipitations de divers types en fréquence et en intensité, la MNQ participera à votre plan en continuant de veiller avec vous. En effet, à l'aide d'ententes avec une firme météorologique qui suivra les prévisions de précipitations en temps réel et avec une firme d'ingénieurs qui a fait les calculs de charges par région, nous enverrons une alerte météo aux membres dont les bâtiments sont les plus à risque afin de les aviser qu'il est temps de déneiger. Préparez-vous à recevoir nos appels, mais être proactif en mettant en œuvre votre plan de déneigement reste la solution la plus efficace. À vos PL. Donc, voilà, c'était ma collègue Lucie Dussault. Maintenant, le dommage par l'eau. Voilà, donc, maintenant, le dommage par l'eau est l'un des types de sinistres qui est à la fois fréquent et sévère. D'une part, on retrouve les dossiers en responsabilité civile, par exemple les dommages matériels causés à un citoyen par un refoulement d'égout ou par l'eau provenant d'un réseau géré par la municipalité. Il peut s'agir d'un réseau d'égout, d'un réseau pluvial de surface ou souterrain ou de l'eau d'un réseau d'aqueduc. Ces sinistres pourraient être évités en mettant en place un protocole d'inspection et d'entretien des réseaux pour déceler les fuites ainsi qu'en ayant un plan de gestion des infrastructures souterraines. Une bonne pratique est aussi de mettre à profit les équipes des travaux publics qui sont souvent les premiers témoins d'une défaillance et qui peuvent sonner l'alarme en cas de problème. D'autre part, les bâtiments municipaux ne sont pas épargnés par les dommages par l'eau dus à une infiltration ou à un bris de plomberie. Certaines conditions favorisant les infiltrations d'eau peuvent être identifiées tout au long de l'année, mais particulièrement lors de la vérification et de l'entretien de vos bâtiments. En effectuant cette reconnaissance et en faisant vérifier vos installations de plomberie par un professionnel certifié, vous pourrez apporter les correctifs nécessaires avant qu'un sinistre n'ait lieu. Nous sommes maintenant rendus à la conclusion.
Je vous rappelle les 4 étapes essentielles si vous désirez développer un processus de gestion des risques à l'intérieur de votre municipalité. Premièrement, faire la découverte et l'identification de vos risques dans votre municipalité. Deuxièmement, mesurer et analyser chacun de vos risques en leur attribuant des codes de fréquence et de sévérité. Ensuite, vous devriez traiter vos risques, c'est-à-dire d'élaborer des mesures préventives pour mieux gérer chacun de vos risques. Et enfin, l'étape la plus négligée, mais qui a sans doute toute son importance, c'est de faire des suivis et d'évaluer l'efficacité en continu. Pour conclure, la MMQ a déjà fait une partie du travail, c'est-à-dire les étapes de 1 à 3. On a élaboré une liste des risques assurables prioritaires pour vous aiguiller. Et en lien avec cette liste-là, on présente les mesures préventives pour réduire les dangers de manière efficace. Vous trouverez toutes ces informations sans frais sur notre site Internet. Nous sommes rendus à la période de questions. Donc, avant toute chose, j'aimerais vous remercier d'avoir participé à ce webinaire. Je vous rappelle que la présentation avait pour but, évidemment, de vous faire connaître le processus et la cartographie des risques assurables les plus importants. Si vous avez des questions spécifiques en lien avec vos risques, je vous invite à contacter un de nos conseillers experts qui se fera un plaisir de vous aider. Sinon, vous pouvez toujours communiquer avec moi, ça me fera plaisir de pouvoir vous aider. Donc, avez-vous des questions en lien avec le contenu du webinaire? Si oui, on vous demanderait d'aller sur le Q&R pour poser vos questions. Donc, on va prendre les questions qui sont dans le Q&R et non dans le chat. Donc, je ne vois pas de questions pour le moment. Je vous invite aussi à répondre au sondage de satisfaction qui est en cours présentement. Et je suis toujours ouverte à prendre les questions aussi si vous en avez. Donc, je vous invite à les poser dans le Q&R de votre présentation et non pas dans le chat. Donc, je vois qu'il n'y a pas de questions. Je vous remercie d'avoir été présent. Je passe maintenant la parole à Océane pour le mot de la fin. Merci beaucoup Peggy, merci à tous d'avoir participé à notre webinaire. N'hésitez pas une nouvelle fois à poser vos questions. Toute l'équipe est disponible pour vous et je vous souhaite également une excellente journée. Merci à tous, au revoir.